bonsoir, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, et bienvenue à ce nouvel exercice de redevabilité où nous allons essayer de faire le tour des actions que vous avez entreprises depuis votre arrivée dans ces secteurs stratégiques. Nous aurons l'occasion de faire le point sur plusieurs initiatives, notamment que ce soit en ce qui concerne les réformes que vous avez engagées, mais aussi sur le front judiciaire qui va nous permettre de faire en sorte que ceux qui commettent des crimes puissent en répondre. Mais en premier, avant que nous ne puissions rentrer dans les vifs du sujet de ce soir, je voudrais revenir sur ce que nous avons fait à Luanda cet après-midi. Je reviens de Luanda où j'ai accompagné le président de la République qui est retourné en Angola à l'invitation du président João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, pour discuter justement de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et de la nécessité de poursuivre les efforts pour ramener la paix. Au terme des échanges avec le président de la République, le président Lourenço a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'initiative des Luanda n'est pas une initiative qui vient remplacer celle qui existe déjà de Doha avec les fils, le M23, et de Washington avec le père, le Rwanda. Et donc c'est en tant que président de l'Union africaine qu'il a pris cette initiative dans l'espoir que des efforts combinés puissent permettre à nos populations dans l'est de la République démocratique du Congo de recouvrer la paix. D'abord, je voudrais remercier tous les journalistes d'avoir répondu à cette invitation. Cela démontre de l'intérêt que vous portez à l'action du gouvernement dans un secteur aussi sensible et stratégique que la justice. Il y a quelques mois, j'étais ici devant vous et je m'ai présenté pour la première fois pour vous décliner les priorités dans le domaine de la justice. Et ces jours-là, j'avais pris un engagement solennel, c'est contribuer aux efforts de transformation de la justice, non pas par des discours, ça c'est important, mais par des actes mesurables et irréversibles. Et bien sûr, cet engagement s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mise en œuvre par le gouvernement dirigé par Madame son Excellence, Madame la Première ministre Siminois. Cette vision que j'avais partagée avec vous reposait sur un principe fondamental, c'est-à-dire que sans justice crédible, il n'y a ni paix durable, ni sécurité juridique, ni développement économique. Et pour ça, j'avais tracé ce que je considérais être la méthode. Et ma méthode était simple, c'est-à-dire que la proximité, la fermeté et les résultats. Donc depuis ma prise de fonction, j'ai imposé une méthode claire. D'abord une concertation inter-institutionnelle, parce que c'est important, lorsque vous êtes dans le secteur de la justice, vous devez aussi avoir cette concertation interinstitutionnelle et aussi interministérielle, puisque dans le cadre de la solidarité gouvernementale, j'ai régulièrement des réunions sur des aspects qui concernent la justice avec mes collègues. Proximité, parce que je m'étais dit que j'étais le ministre de proximité, donc il fallait être proximité avec les populations, parce qu'en fait, nous sommes redevables devant la population et aussi proximité vis-à-vis de l'administration. Bien sûr, tolérance zéro face à l'impunité, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui dans le cadre des audiences foraines, et bien sûr, redevabilité permanente. Donc cette méthode s'est traduite par un plan d'action structuré autour des 5 piliers stratégiques qui guident bien sûr chacune de nos décisions. D'abord, je commence par la lutte contre l'impunité et les crimes graves. Et donc, d'abord, l'élément le plus important sur le plan de la souveraineté juridique et de la sécurité, puisque nous sommes en guerre, une avancée majeure a été réalisée avec la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul effet absolu, bien sûr, tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Ça, c'est important puisque lorsque la paix sera revenue, donc tous les actes qui ont été posés par ces groupes armés ne seront pas reconnus. Donc, zéro reconnaissance juridique des actes d'une rébellion armée. Ça, nous avons protégé ce que je considère comme notre
notre souveraineté. Dans le même registre, j'ai donné une dizaine d'injonctions emblématiques. Il y a eu plusieurs, mais il y en a plusieurs, ont été adressées aux juridictions, aussi bien civiles, militaires, pour la poursuite des auteurs de crimes. Et là, c'est très important puisque les injonctions emblématiques ont touché ce que la population considérait dans un premier temps comme des intouchables. Aujourd'hui, tout le monde, chacun qui commet des infractions, quel que soit son rang, il sera tenu responsable. Bien sûr, cela a été renforcé par la diplomatie judiciaire qui a apporté plus de crédibilité dans nos actions. Donc, par exemple, des commissions rogatoires, dont certaines en attente depuis 11 ans, ont été traitées. Et ça a donné beaucoup plus de crédibilité. Et bien sûr, il y a une dizaine d'accords de coopération pour renforcer, bien sûr, l'entraide judiciaire et faciliter les commissions rogatoires ont été finalisées et certains sont en cours. Donc, nous avons aussi appliqué le principe de la courtoisie judiciaire avec plusieurs pays parce que vous savez que... Sur le micro, s'il vous plaît. Vous savez qu'en tant que pays, nous avons les obligations de répondre aux requêtes qui viennent d'autres pays. Donc, la courtoisie judiciaire avec plusieurs pays a permis le transfèrement des détenus et nous ferons jouer les principes de la réciprocité pour la situation des non-ressortissants dans les pays concernés. Donc c'est important qu'à travers la justice, parce que nous avons quand même des ressortissants qui sont en prison dans ces pays-là, et si on demande le transfert, il faut que nous puissions aussi appliquer le principe de la réciprocité. Des dossiers ciblés actuellement en instruction, tant au niveau national qu'international, ça c'est important. Sur le plan disciplinaire, je vais vous donner quelques chiffres. Plusieurs dénonciations émanant de justiciables et des avocats ont été traités. Par exemple, nous avons reçu 324 dossiers ouverts à charge des magistrats, dont certains ont été condamnés à des peines disciplinaires et d'autres condamnés au pénal. Et bien sûr, il y a eu des révocations de poursuites et des poursuites pénales ont été prises, traduisant ici une nette rupture avec la culture effectivement de l'impunité. J'ai eu des contacts avec les différents bâtonniers pour que ceux qui participent dans la chaîne criminelle on puisse être tenus responsables. Donc des avocats, huissiers de justice, autres membres du personnel judiciaire impliqués dans ces actes-là n'ont pas été épargnés. Deuxième élément, c'est la lutte contre la corruption et la spoliation. Bon, ici, je vais donner juste... D'abord, la lutte contre la corruption a été institutionnalisée. C'est l'une de notre priorité. Je donne juste quelques chiffres pour étayer ce que je suis en train de dire. Plus de 400, nous avons reçu plus de 400 dénonciations émanant des institutions étatiques, y compris des ministères, et des particuliers ont été réceptionnés en cours de traitement. Donc 30% concernent les biens fonciers et immobiliers de l'État. Je donne l'exemple, remplaçant le ministre de la Justice auquel la lutte contre la corruption et la spoliation. À cet égard, 13 injonctions encore emblématiques, formelles, adressées au procureur général après la Cour de cassation sur ces dossiers sensibles liés à la spoliation immobilière et à la fraude. Et ça, c'est la spécificité. Donc, il n'y a pas seulement là. Donc, il y a eu des injonctions sur la fraude minière. Vous savez, c'était une chaîne qui regroupe aussi bien le personnel civil que le militaire. Donc, ceux-là vont aussi, ils vont aussi faire la justice. La pollution environnementale, pour la première fois, les infractions liées à l'environnement, ils sont commises par une société. Je crois qu'on a donné une injonction et je crois que la société a commencé à faire des efforts déjà pour indemniser, mais cela n'exclut pas la responsabilité pénale. Donc et pour ça, l'impunité, bien sûr, des propriétés injustement dépossédées ont été réinstallées, parfois après plus de 10 ans de procédures frauduleuses. Et aujourd'hui, le barreau a annoncé la radiation d'un avocat qui avait arraché, bien sûr, une maison à une pauvre maman. Et quand cette pauvre maman est venue me voir au bureau, j'ai pu avoir des réunions avec le bâtonnier et je suis très heureux de voir que cela a été fait, donc il a été. Donc, pour lutter contre la spoliation, un cadre permanent de concertation intersectorielle a été mis en place entre
avec le ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et des Travaux publics, infrastructures, et l'Agence de protection du patrimoine immobilier de l'État. Donc, au niveau gouvernemental, il y a là, ce que je peux dire, une action conjointe pour lutter contre ces phénomènes d'expoliation, parce que la plupart je n'ai pas des statistiques exactes à cet égard, mais la plupart des dénonciations que nous recevons au ministère, la plupart des cas devant les causes des tribunaux concernent la spoliation immobilière et foncière. Donc nous nous trouvons dans une situation d'insécurité totale, et pour cela, nous devons être très fermes, et je pense qu'on va continuer. Et là, je me réjouis que de la promulgation de la loi Nsélé, de la collègue Nsélé, qui a été promulguée et qui va mettre Madame l'accent... Onette Selewi, la ministre des Affaires foncières. Oui. Effectivement. Et la particularité de cette loi, c'est que, pour la première fois, il y a la responsabilité pénale individuelle des conservateurs de titres immobiliers, ainsi que d'autres agents, si ils sont impliqués dans la chaîne de la spoliation. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour cette raison-là que nous allons, le cadre permanent va faire en sorte que nous puissions effectivement protéger nos citoyens contre ces phénomènes de spoliation. Justice de proximité, je peux éventuellement dire que j'ai effectué, depuis que j'ai pris fonction, j'ai visité une vingtaine de localités dans 6 provinces et qui ont bénéficié d'une itinérance. Ça, c'est extrêmement important, puisque vous ne pouvez pas faire des réformes si vous n'allez pas à l'écoute, si vous ne faites pas l'évaluation de besoins. Et cela a été important, et ça nous aide à comprendre la question du désert judiciaire qui frappe nos populations, et aussi le besoin des magistrats, etc. Sur le plan carcéral, nous avons, et ça c'est important de le dire, c'est que nous avons reçu 800 dossiers, des demandes de libération conditionnelle de détenus, et nous les avons examinés. Et c'était important que nous puissions mettre de l'ordre, parce qu'avant cela, il y a eu des gens qui ont commencé à financer ces opérations pour qu'ils puissent libérer des personnes qui n'étaient pas détenues. Après examen, donc il y a eu 270 détenus qui ont bénéficié de libération conditionnelle rigoureuse, strictement encadrée par la loi. Sur le plan de la chaîne pénale aussi, je peux dire que nous avons contribué à la formation des 100 officiers de police judiciaire qui ont été nommés et déployés pour restaurer la crédibilité et la légalité des actes et documents délivrés par le ministère de la Justice, parce que c'est important que les documents qui sortent de notre pays puissent être revêtus du sceau de la légalité, de la crédibilité et de la légitimité. Aujourd'hui, les questions, les papiers, les documents qui sortent de chez nous, ça donne ça. J'ai abrogé le permis de culte qui avait été instauré parce qu'il n'était pas légal. J'ai mis en veilleuse la commission de visa d'exécution des décisions judiciaires parce que ça donnait l'impression d'être un 3e degré de juridiction, et il y avait aussi des questions de corruption là-dedans. Donc on a supprimé ça. J'ai mis aujourd'hui un système de traitement de délivrance des documents officiels, certificat de nationalité, personnalité juridique, légalisation des actes rigoureux permettant l'authentification et la crédibilisation. Bien sûr, à cet égard, 235 certificats nationaux de nationalité, une dizaine d'arrêtés de personnalité juridique ont été signés. Je peux dire aussi qu'au niveau interne, quand je suis arrivé, le cabinet ne fonctionnait pas avec l'administration. Donc c'était très important que nous puissions travailler comme une équipe, puisque les cabinets sont passagers. Donc demain, je peux ne pas être ministre. Il faut que l'administration fonctionne. La première chose que j'ai fait, c'était de dépolitiser le ministère. Quand je suis arrivé, c'était un ministère comme un parti politique. Ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il fallait absolument que nous puissions faire en sorte que l'administration soit impersonnelle. On ne fait pas la politique dans l'administration. Et ça, c'est ce que nous avons fait. Le dernier dossier, je vais répondre à certaines questions, c'est les dossiers des FIVAO. C'est un dossier qui a coulé beaucoup d'encre. Il y a des cas de corruption qui continuent. Il y a eu déjà
quelqu'un qui a été condamné à cet égard, et nous avons effectivement réceptionné pour la première fois 19 millions. Et comme il y a encore d'autres cas, je pense qu'il y aura... J'ai donné des injonctions pour qu'on puisse encore, traduire en justice ceux qui sont encore impliqués. J'ai réinstallé le comité Marabout et envoyé effectivement des lettres pour que ça... Maintenant, qu'est-ce sera le... Et tout ça, c'est sans moyens. Je ne minimise pas les défauts. Moyens budgétaires limités. Le ministère de la Justice n'ayant seulement 50 millions de dollars par an. Et si vous faites une étude comparative avec d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, qui a 160 millions de dollars par rapport à notre population, c'est rien. C'est vraiment rien. Et puis des infrastructures insuffisantes, la carence du personnel judiciaire, les magistrats qui travaillent dans des conditions très difficiles. Et bien sûr, il y a un personnel administratif vieillissant. Donc, en dépit de ces contraintes, cela ne nous a pas amenés à l'inaction. Enfin, en termes de 2026, d'abord, nous allons essayer d'adopter une nouvelle politique nationale de réforme de la justice, en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il y aura un déploiement progressif de 2500 magistrats. Nous allons accélérer des réformes législatives. Bientôt, il y aura une ordonnance-loi qui va être signée pour la création d'un tribunal pénal économique et financier. Bien sûr, les poursuites vont s'intensifier contre la corruption et les crimes graves. Et bien sûr, il y a le lancement effectif des travaux de construction et de réhabilitation infractionnaire, etc. Donc, en guise de conclusion, je peux dire que ce n'est pas nécessaire pour moi de faire du populisme judiciaire. Un ministre de la Justice ne peut pas. Le lieu de la justice, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. Et donc, il faut appliquer la loi, appliquer la politique gouvernementale telle que voulue par le président de la République et la Première ministre. Et c'est ce que je fais. Donc, ceux qui me reprochent de ne pas parler, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. J'appliquerai la loi et je parlerai quand c'est nécessaire, comme aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, de ces tours d'horizon qui partent justement dans l'Est, parce qu'il y a des actes qui sont posés et que les Congolais qui y sont doivent savoir que c'est des actes sont de nul et de nul effet, mais aussi de d'autres réformes que vous avez portées au niveau du ministère de la Justice. Évidemment, les défis, les chantiers sont grands par rapport à l'immensité du pays, mais il y a une volonté politique qui fera que nous pourrons atteindre des résultats. Alors, je voudrais savoir si, depuis que vous êtes là, s'il y a eu des enquêtes comme pour le dénicher, déférer devant la justice, pour qu'ils subissent la rigueur de la loi, comme vous-même vous le dites. Merci. Je pense que quand j'ai pris la parole, je voulais juste donner des chiffres. J'ai dit que 324 magistrats avaient été sous poursuite et certains ont été condamnés et même radiés. Vous voyez, je ne suis pas là pour citer leur nom. Je pense que lorsque j'ai eu la réunion de concertation, puisque nous avons créé un cadre permanent de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature, et là, je peux vous dire avec certitude que le Conseil supérieur de la magistrature a pris 2 mesures, aussi bien disciplinaires que pénales, etc., contre les magistrats véreux. Et certains ont été condamnés et ils sont à Makala. Ça, je pense que c'est un travail qui va être crescendo en termes, et on va être ferme sur les cas effectivement de corruption. Maintenant, la question de ceux qui volent un téléphone ou des millions, donc ça dépend, parce que dans les cadres, par exemple, de Koulouna, ils tuent en volant un téléphone. Oui, ils tuent en volant un téléphone, et tandis que les autres volent 1 million. Et je ne suis pas là pour divulguer les secrets de la justice, les secrets des interrogatoires, mais je peux vous dire que ceux qui ont volé les millions, il y a des enquêtes en cours. Donc, ce n'est pas à moi. Je dois respecter l'indépendance de la justice. Donc, ce n'est pas à moi
de partager avec vous les cas qui sont en cours, puisque la personne peut toujours bénéficier de la présomption d'innocence. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que les cas de corruption qui nous arrivent, on les transfère directement si c'est effectivement établi. Vous voyez, il y a des magistrats, il y a des personnes qui sont en train de racketter les sociétés, même les multinationales, etc. Des cas, des 6 millions, 10 millions, les chantages, etc. Ces cas vont être disons peut-être demain, après-demain, vont faire l'objet d'injonctions. Ça, ce sont les efforts que nous sommes en train de faire. Ce que je veux absolument dire, c'est que aujourd'hui, c'est zéro tolérance en ce qui concerne la corruption. Zéro tolérance en ce qui concerne la spoliation des biens publics et des biens privés. Et s'il y a suffisamment d'éléments, et comme aujourd'hui nous avons la loi scellée nous permet aujourd'hui de mettre un terme à ces phénomènes. Parce que ce que peut-être vous ne savez pas, les spoliations concernent aussi bien les ministres que la pauvre maman. C'est tout le monde, c'est vraiment de l'insécurité. Ça crée de l'insécurité et pour nous, et ça ne facilite pas le climat des affaires. Donc cette loi, c'est une très grande avancée au niveau de la justice, et c'est ça qui va nous permettre justement de donner des réponses judiciaires. Sur le plan, pour vous dire, sur le plan international, on est en contact avec certains pays pour que nous puissions rapatrier les fonds de corruption. Qu'il y a plusieurs corps et qu'il y a la loi. Chaque citoyen qui enfreint la loi doit en répondre. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous devez absolument faire. Nous avons aussi la loi sur le numérique. Aujourd'hui, les gens se permettent d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi, etc., au lieu de se focaliser et sur des faits. Sur des faits, on calomnie les uns, etc. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, vous devez aussi être conscient que quand vous violez la loi, vous avez fait la loi. C'est ça qu'il faut dire. En ce qui concerne les opposants, nous appliquons la politique du pays dans l'administration de la justice. Nous veillons à ce que ceux qui sont arrêtés, la procédure puisse être légalisée. Si par exemple les gens ont été arrêtés pour suspicion d'atteinte à la sécurité de l'État, etc., il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des détentions administratives. Pour des questions liées aux atteintes à la sécurité de l'État, il y a une manière de mener les enquêtes. Les enquêtes peuvent durer. Mais nous, au niveau de la justice, nous demandons toujours à ce que cette situation puisse être légalisée. Je vous donne un exemple, puisque c'est ce que vous avez vu. Les généraux, certains, les cas, ils sont maintenant en dolo, après que l'enquête qui a fait longtemps, ainsi de suite, ont été maintenant amenés et ils vont être jugés. Pour nous aussi, nous sommes les conseillers juridiques du gouvernement. Donc, notre rôle aussi, c'est d'attirer l'attention, de donner des conseils pour que seule la légalité prévale. Seule la légalité prévale. C'est ce que nous faisons. Les cas, on nous dit que voilà, les gens ont été enlevés. Non, quelquefois, des gens ont été arrêtés. Et lorsqu'on mène les enquêtes, certains sont effectivement libérés. Et quand ils sont libérés, ils ne les disent pas. Ils ne les disent pas, mais nous suivons tous ces cas-là, mais nous ne pouvons pas nous interférer lorsque les OPJ à compétences restreintes sont en train de mener les enquêtes. Nous attendons et nous allons nous assurer que, effectivement, soit ils sont libérés s'il n'y a pas de preuves, et s'il y a des preuves, que le cas puisse être connu devant les cours des tribunaux. Ça, c'est notre rôle. Merci. De fake news et de la désinformation qu'on appelle poison rwandais, vous avez là un bel exemple. Je crois que le président de la République s'est rendu à Luanda le 4 janvier dernier. Nous y sommes retournés aujourd'hui 4 jours plus tard. Et chaque fois que le président de la République est parti, il y a eu une communication de la présidence angolaise et de la présidence congolaise. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une communication qui est très, très, très claire.
le président Lorenzo, qui est président en exercice de l'Union africaine, c'est en cette qualité qu'il a invité le président de la République pour discuter. Vous aviez suivi que le président de la République parlait des propositions qui lui ont été faites par rapport à la situation sécuritaire. Aujourd'hui, nous y sommes retournés et vous avez suivi tout à l'heure ce que le président de la République a donné comme réaction parce que le président Lorenzo, au-delà des initiatives qui sont organisées à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le père, et l'initiative de Doha entre la République démocratique du Congo et le fils M23, en tant que président en exercice de l'Union africaine et au regard de la situation sur le terrain, il a estimé qu'il était important à son niveau de lancer cet appel au cessez-le-feu parce que c'est le point de départ. Que ce soit Doha, que ce soit Washington, c'est une exigence qui malheureusement, dans les faits, n'est pas respectée. Nous connaissons les méthodes du père, nous connaissons les méthodes du fils, nous avons l'exemple d'Ouvira. Et donc, bien au-delà de ce qui est attendu des médiateurs américains qataris, en tant que président de l'Union africaine, il a estimé qu'il était en position de lancer cet appel. Je n'ai pas envie de rappeler son passé, parce qu'il était, avant de devenir président de l'Union africaine, médiateur du processus de Luanda, et que le président de la République, séance tenante, a dit notre disponibilité. Et donc, aujourd'hui, il y aura sûrement une suite, parce que le président de l'Union africaine va s'entretenir avec les autres partis qui sont concernés pour voir la suite qui y sera donnée. Ici, ce n'est pas un nouveau processus qui commence, mais c'est un effort, un appel du président de l'Union africaine et il est en droit de le faire du fait qu'il soit aussi reconnu comme champion de la paix. Ensuite, pour revenir sur la question du dialogue, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a déjà donné son accord. Sinon, on ne disposerait pas aujourd'hui d'une feuille de route. Nous avons une feuille de route qui a été conjointement établie par les équipes SSC-SENCO avec les équipes des églises portées par l'évêque Eji Bayamapia et ils ont eu l'occasion de travailler avec le cabinet du président de la République. Il existe une feuille de route, mais que par la suite, il y a une question des séquençages. Parce que qu'on ne nous trompe pas, peut-être que vous pouvez avoir la réponse à la question. Est-ce que si le dialogue se tient aujourd'hui, nous sommes jeudi, est-ce que demain, vendredi, le Rwanda arrête ses actions hostiles qui durent 30 ans dans notre pays? Parce que puisqu'on parle de dialogue, on peut considérer que Washington, c'est aussi un dialogue avec un médiateur américain. Vous avez vu la réalité qui a suivi sur le terrain. À Doha, c'est aussi un dialogue avec le médiateur qatari. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Mais alors, est-ce que si nous nous réunissons dans le cadre de ces dialogues, est-ce que la réalité sur le terrain changera le lendemain? C'est une question. Je dois rappeler ici que l'origine de la crise est sécuritaire. La crise que nous connaissons, c'est une crise qui est due à l'agression rwandaise. Nous n'avons pas de crise politique en République démocratique du Congo, encore moins de crise de légitimité parce que le président a été élu à 73%. C'était un plébiscite. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Et je vais terminer sur ce sujet en disant, comme j'aime à le dire, aller au dialogue, en Afrique, ça signifie laver les linges sales en famille, si je peux me permettre la formule. Mais les linges sales, on les sort. Et donc, nous irons dans un dialogue entre Congolais, mais avant d'y arriver, nous tous, nous savons plus ou moins c'est quoi le problème. Mais vous allez observer avec moi qu'il y a certains qui réclament à corps et à cri ces dialogues, qui ne sont pas en mesure de nommer le mal qui est connu. Le mal qui est reconnu mondialement, parce qu'il y a encore le rapport du groupe d'experts qui venait de sortir, qui détaille de la manière dont l'armée rwandaise, vous avez suivi ce qu'en avait dit l'ambassadeur américain aux Nations Unies, opère. Alors dites-moi, parce que nous voulons être patriotiquement congolais,
est-ce que vous pouvez être patriotiquement congolais et ne pas être en mesure de dénoncer le mal? Parce qu'on n'a pas besoin d'abord d'aller au dialogue pour reconnaître le mal qui se passe sur le terrain. Vous voyez tous les drames. En quelques jours, 10 000 personnes décédées à Goma. Vous venez de Goma, vous aviez vécu ces horreurs. Je vous ai parlé d'Uvira, je vous ai parlé de Rutshuru. Je peux encore vous donner des tas d'exemples. Mais tous les Congolais qui sont épris de paix, qui sont rattachés et qui pensent que nous devons aller à ces dialogues, qui, je le rappelle, doit se tenir ou se tiendra à Kinshasa, il ne faut pas penser que nous allons nous déplacer dans un quelconque pays pour parler des questions qui nous concernent, si nous sommes, nous tous, Congolais et patriotiquement Congolais. Donc, il est important, en parlant de patriotisme, que certains s'assument, bien avant d'ailleurs qu'on arrive à cette échéance. Ce serait d'abord signe de solidarité, signe de respect pour nos morts qui sont utilisés aujourd'hui comme instrument de propagande par les fils qui imitent les pères. Je pense que sur ces sujets, cela doit être bien clair. Et donc, pour terminer sur ce qui s'est fait à Luanda, nous pourrons évidemment revenir lorsque le président Lorenzo nous aura donné les feedbacks des autres parties engagées dans les conflits à partir de Washington ou de Doha, et nous allons voir ce que la suite sera. Voilà. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité et tous nos vœux le meilleur pour la nouvelle année 2026. Bonne soirée. Okay, merci.